Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours des femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Léo Caddy, une parachutiste de haut niveau. Léo Caddy a débuté le parachutisme il y a plus de 10 ans et a rejoint l'équipe de France en 2013 et a depuis remporté plusieurs titres. Au cours de cet épisode, Léo Caddy nous partage sa passion pour le parachutisme, ses débuts, ses premiers pas dans la compétition, comment très vite elle a rejoint l'équipe de France, sa préparation aux compétitions et ses entraînements. En somme, un épisode assez complet sur une discipline malheureusement peu connue. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonjour Léo Caddy. Bonjour Amélie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps entre 2 entraînements aujourd'hui pour, partager votre expérience de parachutiste de haut niveau. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast parce que pour être complètement honnête, c'est une discipline que je ne connais pas du tout et donc j'avais à cœur, de découvrir, votre discipline et d'en savoir plus donc, merci beaucoup. Eh bien, c'est avec plaisir. Et donc j'ai une première question qui est: comment on commence le parachutisme? Comment vous avez commencé? Alors, c'est une histoire de famille chez moi. J'ai mes parents qui pratiquaient le parachutisme depuis des années. J'ai mon père qui était ancien militaire parachutiste et qui a créé l'école d'Aix-en-Provence en 1954 et qui tourne toujours actuellement. Et puis j'ai ma mère de son côté qui s'est mise au parachutisme à 18 ans, qui voilà, aimait les sensations fortes et qui en a fait sa passion. Et donc je suis née dans une voile de parachute, en quelque sorte. Et du coup, vous avez commencé à quel âge? Donc en fait, en France, l'âge réglementaire, c'est 15 ans. D'accord. Et donc le jour de mes 15 ans, enfin, j'avais déjà regardé le calendrier quand j'avais 14 ans. J'ai fait la formation théorique la veille de mes 15 ans. Le jour de mes 15 ans, j'ai sauté en parachute pour la première fois. Et là, vous venez de citer une formation théorique, c'est-à-dire qu'avant de sauter, Oui, toute personne doit faire une formation, exactement. avant les sauts? D'accord. Exactement. Il y a une formation qui dure une journée à peu près. Il y a 2 manières d'apprendre le parachutisme. Vous avez la formation, qui s'appelle la traditionnelle, qui elle, comprend en fait, donc une formation théorique et on saute, entre 1000 mètres et 1500 mètres. On apprend à sortir en fait correctement de l'avion. On est relié par une sangle à l'avion et c'est cette sangle, une fois sortie, qui va ouvrir notre parachute. Donc là, on s'occupe pas sur cette méthode-là d'ouvrir le parachute soi-même. C'est ouvert D'accord. automatiquement. C'est un peu le même principe que les sauts en automatique militaires, mais ce sont pas des voiles hémisphériques rondes comme vous pouvez voir dans l'armée. Ce sont des voiles qui sont pilotables. Euh, Enfin, ce sont les nouvelles voiles, quoi, si vous voulez. Et donc le but, c'est d'apprendre à sortir correctement de l'avion. Et une fois que la position est acquise, on vient rajouter un geste de simulation d'ouverture. Et une fois que cette position plus ce geste est acquis, on passe en chute libre. Et on va monter par étapes avec des exercices supplémentaires jusqu'à 4000 mètres pour faire une vraie chute libre de 50 secondes. Et puis la deuxième manière d'apprendre le parachutisme, c'est la progression accompagnée en chute, donc la PAC, où là, en fait, vous êtes accompagné par 2 moniteurs sur votre premier saut à 4000 mètres et ils vous accompagnent pendant votre chute. Et vous êtes censé donc ouvrir dès le premier saut votre parachute. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, il y a un moniteur qui est là pour vous l'ouvrir, pour vous aider à l'ouvrir. D'accord. Voilà, en gros. Et alors pour vous, donc de ce que je comprends, donc vous êtes issus de parents qui ont fait du parachutisme et qui en ont fait donc leur métier aussi. Est-ce que pour vous, ça a été le coup de foudre lorsque vous vous êtes retrouvés, finalement en saut, la première fois? Ah oui, complètement. En fait, ça faisait des années que je voyais les sourires des personnes arrivant au sol et je me disais, mais ça doit être tellement incroyable de pouvoir voler. Et moi, c'était la chute qui m'intéressait parce que j'aime bien aussi les sensations fortes. Quand je suis en ski, j'aime bien la vitesse, donc c'était quelque chose que je voulais retrouver aussi dans le parachutisme. Et puis la partie sous voile qui est beaucoup plus calme, qui est pas tout à fait pareil qu'un vol en parapente, mais qui est assez similaire, on va dire. Et donc voilà, moi
je me suis pleinement épanouie dès le premier saut et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire toute ma vie, en gros. Voilà. D'accord, Après, mes parents n'en ont pas fait leur métier. Mes parents, on leur fait vraiment une passion. d'accord. Et à la différence avec moi, où maintenant c'est mon métier et où je suis détachée à plein temps en tant que sportive de haut niveau. Et justement, donc sportif de haut niveau, donc bien sûr, ça veut dire compétition. Alors en préparant un peu notre interview, bah, j'ai découvert justement quelles étaient les différentes compétitions et c'est bien, on va en apprendre davantage aujourd'hui. Oui, Donc j'ai vu qu'il y avait, la précision d'atterrissage, la voltige, le paraski ou bien le vol relatif. oui. Alors d'abord, partons, un peu au début. Est-ce que vous pouvez un peu repréciser quels sont justement ces différents types de compétitions? Alors, concrètement, dans le parachutisme, vous avez 2 types de compétitions, les compétitions sous voile et les compétitions en chute. Donc dans les D'accord, compétitions sous voile, moi je pratique, la précision d'atterrissage. Donc là, il s'agit en fait d'atterrir au centre d'une cible, qui est matérialisée, au sol. C'est soit une cible, en mousse, soit une cible, gonflable et au centre, on a, ce qu'on appelle une galette qui fait 16 centimètres de rayon et donc au centre de cette galette, on a un point d'impact qui est de couleur jaune, qu'on appelle le carreau et qui fait l'équivalent d'une pièce de 10 centimes d'euros. Et donc en gros, sur les 10 sauts de compétition qu'on va pratiquer, il faut atterrir au centre de cette cible. Un peu même principe que les fléchettes, où il faut d'accord, taper en plein milieu. Voilà. En précision d'atterrissage, c'est le premier point d'impact qui compte. Et nous, c'est le talon qu'on vient amener, si vous voulez, sur cette pastille jaune pour être le plus précis possible. Et donc sur 10 d'accord. sauts, il faut faire le moins de centimètres possible. Et plus on s'éloigne du centre, plus on marque de centimètres. Et donc cette galette est reliée à un cadran électronique, tout est électronique et on voit notre performance en temps réel. À partir du moment où on touche la galette électronique, on voit à partir du centre combien on a fait de centimètres. Si on est au milieu, ça D'accord. sonne. Ça fait une petite sonnerie et c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une discipline qui se fait en équipe à 5. Et notre performance individuelle compte également pour la performance en équipe. Donc on a 2 types de médailles sur ce type de discipline. Et à cette discipline s'ajoute la voltige, que je pratique également en compétition. La voltige, c'est une discipline qui se fait en chute. Et donc là, on est tout seul, on part à 2200 mètres et on est filmé depuis le sol avec une caméra qui nous suit pendant la chute. Et l'idée, c'est d'effectuer donc 6 figures alternées le plus rapidement possible, le plus proprement possible par rapport à un axe qui est donné au sol. Et donc le chronomètre est engagé à partir du moment où on engage la première figure. Ce D'accord, sont des figures qui sont imposées. Il s'agit de 2 360 à loop arrière et à nouveau 2 360 à loop arrière. On va nous imposer le sens des tours. Et cette discipline se fait sur 5 sauts. Et donc là, c'est une discipline de vitesse, si vous voulez, de propreté, par rapport à tous les axes de référence. Et l'idée, c'est d'être le plus rapide sur la totalité des 5 sauts. Au cumul des sauts, c'est celui qui a le moins de secondes qui va gagner. d'accord. Et ça, c'est Voilà. toujours individuel? Ça, c'est une discipline individuelle et du coup, elle vient se combiner à la précision d'atterrissage. Donc, ça fait une troisième médaille possible en individuel qui est un combiné, en fait. Et ensuite, je pratique aussi le vol relatif, où là, ce sont des disciplines qui se font en équipe à 4 ou à 8. Moi, je pratique le vol relatif à 4. On est filmé par un vidéoman qui nous suit pendant la chute et on effectue des figures qui sont imposées et qu'on répète un maximum de fois. Ce sont des séquences de figures qui sont tirées au sort. Et donc, sur 8 sauts, il faut qu'on fasse le plus de figures possible dans un temps donné. D'accord, Voilà, donc ça, ce sont les disciplines que je pratique en compétition à haut niveau. Et puis à cela s'ajoute le paraski, qui est une discipline un petit peu plus particulière, qui combine en fait une discipline de précision d'atterrissage sur plan incliné, donc qui rajoute de la difficulté, si vous voulez, à la précision d'atterrissage, et mmh, 2 slaloms géants à ski. Et donc c'est la meilleure performance qui est
qui est retenu là-dessus. D'accord, et donc toutes ces, enfin, là, vous avez parlé donc de celles que vous avez vous effectuez en compétition, Oui, mais le paraski, ça peut aussi se pratiquer en compétition? tout Toutes à ces fait, disciplines? tout à fait. D'accord, Il y a des circuits, de compétition de championnat d'Europe, de championnat du monde, donc tout un circuit aussi de coupe du monde, pour ce qui est international, et puis un circuit, national, qui se fait avec des coupes de France et des championnats de France. Donc ça, c'est pour la pression d'atterrissage, la voltige, le vol relatif, et puis les d'autres disciplines qu'on rencontre dans le parachutisme avec les disciplines artistiques. Et sinon, le paraski, il y a une compétition qui se fait en France sur Pralou en janvier chaque année. C'est une compétition assez amicale où il n'y a pas un niveau non plus énorme. Il faut aller, si vous voulez, sur des coupes du monde ou des championnats du monde dans les pays de l'Est où là, il y a un réel niveau et qui est très intéressant à défier. d'accord, Voilà. et justement toujours sur ce sujet des compétitions, comment, et quand vous avez commencé les compétitions? Donc j'ai compris que vous avez commencé le parachutisme à 15 ans. Alors, j'ai commencé donc le parachutisme à 15 ans en 2007 et j'ai commencé la compétition en 2013. Donc D'accord. entre 2007 et 2013, j'ai fait du parachutisme pour le plaisir. J'avais aussi mes études en parallèle. Et en 2013, après avoir fait plusieurs stages d'incitation, détection au haut niveau, je suis rentrée dans le collectif national de précision d'atterrissage et voltige. Et c'est là que j'ai commencé donc tout ce qui est circuit international avec les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et ensuite, j'ai intégré aussi l'équipe de France militaire. Et donc, je fais des compétitions militaires en plus aussi. Alors pour bien comprendre, quand vous avez démarré la compétition en 2013, très rapidement après, vous avez intégré, du coup l'équipe de France en parachutisme? Exactement. Donc là, j'étais en catégorie junior jusqu'à 2017. Et en 2017, j'ai intégré l'équipe de France senior. Alors ça, on va y revenir aussi du coup Oui, sur cette expérience. Mais pour une personne qui veut, qui adore le parachutisme et qui veut oui, faire de la compétition sans forcément rentrer en équipe de France, oui, c'est est-ce tout à fait qu'il y a possible. un est-ce que du coup, il y a un temps, enfin ou un nombre de sauts ou une expérience à Alors, accumuler avant justement de dans le parachutisme, pour être autonome, il faut passer un certain nombre de brevets et avoir une petite expérience et un certain nombre de sauts. Donc, à partir de 30 sauts dans le parachutisme, vous pouvez déjà accéder à des disciplines de compétition. Parce que vous passez un certain brevet qui s'appelle le brevet B, et à partir de ce brevet B, vous pouvez choisir des disciplines en passant les brevets de spécialité de ces disciplines. Et donc, à partir de 30 sauts, si on a vraiment envie de commencer la compétition, mais ne serait-ce que pour le plaisir, et c'est tout à fait possible au niveau national, avec tout ce qui est Coupe de France et tout, et Championnat de France, vous pouvez tout à fait vous inscrire à une compétition et y participer. Et puis, on a d'accord. aussi les stages d'incitation et de détection qui vous permettent en fait de suivre les équipes de France et de bénéficier de leurs conseils, d'être formé avec des petites formations théoriques au sol et puis ensuite de mettre en pratique pendant les sauts les exercices qu'on leur demande. D'accord, et donc là, vous venez de parler des brevets, donc j'imagine que vous avez donc tous les brevets? Oui, tout à fait. Et je suis brevet d'État, enfin je suis BPGEPS. D'accord, et après vous avez parlé alors c'était pour, le premier saut qui avait une petite formation, théorique à Oui. faire, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui doit être aussi, continué? Une formation théorique, j'imagine peut-être pour rester, à jour sur un certain nombre de pratiques et cetera? Alors, tout dépend de votre régularité dans les sauts, en fait. Si vous venez D'accord, régulièrement, et que vous avez, l'habitude, voilà, que ce soit avec le matériel, que vous êtes autonome, sur, le pliage et cetera, la formation, bon, se fait en continu, à chaque fois que vous allez sur un terrain de saut, vous allez toujours apprendre quelque chose et puis les brevets permettent de passer certains caps avec des connaissances de plus en plus poussées, que ce soit, sur le matériel, que ce soit sur l'aspect sécuritaire, que ce soit sur la navigation sous voile, il y a un gros panel à apprendre.
Donc en fait, pour quelqu'un qui saute régulièrement, il y a pas forcément de formation supplémentaire à faire, mais pour quelqu'un qui sauterait un peu plus ponctuellement, là, j'imagine qu'il a d'autres Alors, choses à faire, c'est il y a ça? des révisions de formation si vous voulez à chaque D'accord, fois, à partir du moment où ça fait, plus de 6 mois qu'on n'a pas sauté, il faut, toujours en pensant à l'aspect sécuritaire, repasser dans un harnais, pratiquer, les procédures de secours et cetera qu'on a appris au début, mais qui nous suivent tout au long, de notre carrière, de parachutiste et voilà, il faut toujours être au clair sur l'aspect sécuritaire, sur quand je vais ouvrir mon parachute, quand ça se passe bien, OK. S'il y a une imperfection de vol ou quelque chose, il faut que je sache réagir rapidement. Et pour ça, c'est en sautant, en ayant de l'expérience. Et puis quand on commence, ben, on doit apprendre, si vous voulez, les gestes à faire pour que tout se passe bien correctement. d'accord. Voilà. Et sur les alors un point encore quelques questions un peu techniques, donc on a Non, parlé bien des sûr. différentes, disciplines. Est-ce qu'en fonction de ces, enfin je sais même pas d'ailleurs si on peut dire, discipline, mais en Oui. fonction des différents types de compétitions, est-ce que la hauteur, Elle pour diffère, tout sauter à est fait. différente? Tout Oui? à OK. fait, oui. En fonction des en fait, les disciplines en chute, en général, sont, à 4 000 m à peu près, pour qu'ils aient le pour avoir le temps Oui, avoir le temps. Mmh. d'effectuer pendant ces 50 secondes de chute le travail. La voltige, qui est un cas particulier où là, on part à 2 200 m parce qu'on n'a pas besoin de autant de temps pour pouvoir exercer, les 6 figures qui sont imposées le plus rapidement possible. Pour vous donner juste une idée, c'est que le record du monde masculin pour les 6 figures alternées avec les pénalités, il est à 5 secondes 18. Donc D'accord. c'est très rapide pour 6 figures, tour, tour, salto, tour, tour, salto. Donc en fait, on n'a pas besoin de 50 secondes de chute. Et puis, pour filmer Oui. quelqu'un aussi haut, c'est compliqué de le suivre. Donc on part un petit peu plus bas. Comme ça, la qualité de l'image est bonne pour le jugement, si vous voulez. Et ensuite, on a les disciplines qui se font sous voile. Donc là, quand on est sous voile, on n'a pas besoin de faire forcément de chute libre. Donc on est à hauteur d'ouverture à 1000 mètres à peu près. D'accord. 1000 mètres, 1200 mètres. On se stabilise, on sort de l'avion et on ouvre notre parachute et on vient s'organiser dans notre circuit pour la précision d'atterrissage comme un circuit d'avion pour qu'il atterrisse avec des étapes clés pour pouvoir être précis et atterrir au centre de la cible. Pour mes disciplines, voilà. Après vous avez d'autres disciplines comme le voile contact où là, il part à 2500 mètres, si je ne me trompe pas. Ils ouvrent très rapidement et ils exercent des figures et ils s'accrochent entre eux pour former des figures, si vous voulez. Et ils répètent aussi des séquences. Mais là, je ne suis pas spécialisée dans cette partie-là. Et vous avez les disciplines aussi sous voile de vitesse avec des voiles très performantes où là, pareil, ils partent à 1000 mètres à peu près, enfin, entre 1000 mètres et 1500 mètres, tout dépend. Ils ouvrent et ils s'organisent dans leur circuit pour faire aussi de la précision d'atterrissage, mais avec des voiles hautes, d'autres voiles, pas les mêmes que celles qu'on a en pression d'atterrissage, et ils font de la vitesse aussi. Oui, parce que les voiles aussi vont différer en fonction Tout à fait. de Voilà, d'accord. exactement. Entre une voile de précision d'atterrissage et une voile performante ou une voile école, il y a des profils différents avec des caractéristiques différentes et donc on n'utilise pas le même matériel en fonction de la discipline. D'accord. Voilà, Très bien. Et donc, vous l'avez dit en 2013, donc vous avez intégré du coup l'équipe de France de parachutisme, c'est bien ça? tout à fait. Oui, en Et tant que donc vous junior. en tant que junior et donc comment ça s'est passé justement? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos débuts? Eh bien, mes débuts, si vous voulez, pour partir du début, j'ai fait 9 ans de gymnastique. Donc je me suis dit concrètement, pour faire de la compétition, parce que j'adore la compétition et j'ai toujours fait du sport en compétition, je souhaitais partir sur de la discipline artistique, parce qu'en chute libre, on a aussi ce type de discipline. Donc c'est un peu de la gymnastique en l'air, où vous avez un performeur, un vidéoman. Je n'ai pas D'accord. trouvé le vidéoman qui a voulu s'engager parce que quand on s'engage dans la compétition, bah, c'est quand même assez onéreux. Le parachutisme est un sport onéreux. Je n'ai pas voilà réussi à mener à bien ce projet. Et donc, il y avait une petite équipe jeune que ma mère en fait a projetée sur les stages d'incitation détection en pression atterrissage parce que ma mère
a fait 14 ans d'équipe de France en précision d'atterrissage et voltige. D'accord. Et puis, cette petite équipe de jeunes s'est formée, est allée participer à des stages avec les équipes de France de l'époque. Et puis je les voyais sourire, je les voyais, voilà, c'était un engouement, c'était quelque chose de très sympathique. Et puis je me suis dit bon, je vais quand même essayer, pourquoi pas. Moi, j'aime la discipline de vitesse, j'aime aussi, voilà, la voltige. J'ai commencé à essayer cette discipline, la voltige, et puis ensuite la pression d'atterrissage. Et petit à petit, à force de sauts, d'entraînement et tout, personnel, j'ai intégré cette petite équipe de jeunes. Et puis voilà, on était une bande de copains, et puis on se prenait pas la tête. C'était vraiment des petites, voilà, une petite compétition interne, mais très familiale. Et puis on s'est retrouvés petit à petit sur des championnats. On s'est projeté sur des championnats de France junior. Et puis voilà, on a été détectés, et petit à petit, le niveau a augmenté, et j'ai été sélectionnée en 2013 pour participer à mes premiers championnats d'Europe en précision d'atterrissage et voltige, où j'ai remporté mes D'accord. premiers titres. Oui, donc finalement, assez rapidement après. Ouais, Ouais, d'accord. assez rapidement. Et puis les 9 ans de gymnastique m'ont énormément apporté pour tout ce qui est discipline en chute, sur l'adresse, si vous voulez, la coordination dans les gestes. Passer un salto arrière, c'était facile pour moi. Donc en fait, Oui, j'ai pris un petit peu d'avance sur cette discipline, et j'ai très rapidement eu un niveau junior international. d'accord. Donc ça vous a aidé finalement pour accélérer? À partir du moment où j'ai été projetée sur un championnat d'Europe pour voir le niveau qu'il y avait à l'international, qui était déjà haut, enfin, c'est ça qui m'a plu, parce que bon, déjà le voyage, le fait de rencontrer d'autres athlètes, les voir travailler de différentes manières, et puis faire de la compétition avec des étrangers, c'était vraiment génial. Donc du coup, ben, j'ai commencé à faire de la compétition à haut niveau. Et avant que je pose plus de questions sur, la partie entraînement et cetera, j'ai aussi vu donc et vous en avez parlé juste avant, que vous aviez combiné, aujourd'hui, des championnats du monde aussi bien civils que militaires. Donc comment ça s'est passé ça, et qu'est-ce que c'est finalement les championnats du monde militaires? C'est exactement la même chose. Pour nous, ce sont exactement les mêmes personnes qui sont présentes, parce que pour la plupart des sportifs de haut niveau à l'étranger, ils sont aussi militaires, détachés à plein temps pour Mmh, faire du sport à haut niveau. d'accord, Et, et donc en fait, bah, de 2013 à 2017, j'étais junior, et j'ai été, si vous voulez, intégrée dans l'équipe militaire en 2015. L'armée m'a contactée pour que je puisse renforcer l'équipe pour participer à mes premiers Jeux mondiaux militaires, qui sont l'équivalent des Jeux olympiques, si vous voulez, mais avec des disciplines en plus, dont le parachutisme. C'est le troisième événement d'accord. mondial, après les JO et la Coupe du Monde, en termes de logistique, d'athlètes. Et, et donc en 2015, j'ai participé à ces premiers Jeux. J'étais junior, je pouvais également concourir chez les seniors, et je remporte mon premier titre de championne du monde militaire sur cette compétition, au combiné précision d'atterrissage et voltige. Donc là, c'était juste incroyable, c'était la compétition de ma vie. Et là, en fait, les portes se sont ouvertes pour que je puisse, si vous voulez, intégrer le Centre national des sports de la défense et le bataillon de Joinville. Et donc D'accord. c'est maintenant, donc j'ai été affectée, si vous voulez, en 2017 en gendarmerie. Donc je suis maréchal des logis en gendarmerie, je représente la gendarmerie, et je suis affectée administrativement donc au Centre national des sports de la défense. Je suis dans l'armée de champions, dans le bataillon de Joinville, avec plein d'autres athlètes qui bénéficient de ce statut, avec les statuts ministériels de sportifs de haut niveau, et qui sont en fait rémunérés par l'armée et qui nous permettent d'avoir un statut social. On est détaché à plein temps et mis à disposition des fédérations. Là, donc, de ce que je comprends, c'est que donc vous avez signé ce contrat avec la gendarmerie nationale Tout à et fait. qu'est-ce que, enfin donc du coup, vous continuez de pratiquer à haut niveau, Oui. mais en quoi vous pouvez être missionné par la gendarmerie nationale? Enfin, quel est le lien exactement?
Je suis sportive de haut niveau de la défense. Je suis une image pour la gendarmerie, si vous voulez. D'accord. Et l'idée, c'est de représenter, en plus de la France, à l'international et en France, bien sûr, la gendarmerie. Ce sont des statuts particuliers où on est voilà, sportif de haut niveau, détaché à plein temps, comme des sportifs que vous voyez à la télé qui sont au JO aussi et qui, ont qui Mmh. bénéficient de ce statut. Et voilà. Alors maintenant, une autre partie que j'avais envie d'aborder, qui est bien sûr liée à tout le reste, ce sont vos entraînements, puisqu'en plus récemment, vous m'avez dit que vous sortiez de cette période, d'entraînement. Enfin sortiez, peut-être probablement vous alliez retourner, très vite. Oui. Mais alors, est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos entraînements, comment ça se passe? Alors, nous, en fait, on organise nos entraînements en fonction des échéances, des compétitions. Notre entraîneur national va nous organiser, des plages, en fait, d'entraînement. Donc ça peut durer une semaine, 15 jours et on se déplace pour la plupart du temps, dans la France entière sur toutes les drop zones, comme on appelle ça, les zones de saut. D'accord. On pratique des sauts, en fait, on fait entre 8 et 10 sauts par jour, où on fait, de la précision d'atterrissage ou de la voltige. Et on est en condition de saut comme si on était en compétition, si vous voulez. Après, on a la partie physique où évidemment il faut être en forme physiquement. Donc, sur les périodes de non-saut, on est en préparation physique et on s'organise nos journées pour pouvoir se préparer physiquement, que ce soit à faire du cross-training, du vélo, de la natation. L'idée étant, le parachutisme n'est pas un sport hyper dur, si vous voulez, physiquement, mais ça Mmh. requiert quand même certaines qualités, que ce soit en voltige ou en précision d'atterrissage, évidemment. Donc voilà, en voltige, on atteint des vitesses qui peuvent osciller les 300 km/h. Donc il faut savoir tenir une position avec 300 km/h dans les pattes, entre guillemets. Oui, je me demandais justement quels étaient les en termes, d'activité, physique, lesquels, autres sports vous pouviez pratiquer en parallèle justement pour travailler la tonicité ou l'équilibre ou Bah, enfin c'est principalement du cross-training, si vous voulez, pour pouvoir travailler toutes les parties du corps, beaucoup de mmh, gainage d'accord. et puis s faire quand même du cardio parce que tenir une journée, de entre 8 et 10 sauts, on dort bien le soir, hein, parce qu'on plie notre parachute, on enchaîne les sauts, et puis il faut savoir que, même si on est habitué, on prend des doses d'adrénaline, à chaque saut Oui. et au final, ça fatigue un peu. Donc, du coup, il faut, voilà, c'est un bon parachutiste tient parce que il va bien aussi physiquement. Même si, en effet, quand on voit ça, on se dit pas que c'est un sport comme de l'athlétisme ou un sport qui requiert vraiment énormément de cardio ou de gainage, de technicité et tout. Est-ce que vous avez une préparation mentale aussi? Alors, c'est possible, tout à fait, mais ça, c'est personnel parce que D'accord. dans le sens où la fédération, en fait, est une petite fédération. Elle ne peut pas, subvenir, à ce Oui. type de moyens, si vous voulez et donc du coup, chacun organise, voilà, sa préparation, mentale avec des préparateurs, des coachs, des sophrologues. Ça, c'est voilà, c'est propre à chacun. Mais c'est très important dans le haut niveau, finalement. Et oui et puis alors en plus, bon moi j'ai jamais sauté, mais il est clair que je m'imagine déjà ne serait-ce que dans un avion, je suis en panique, donc j'imagine Moi être aussi, là, la moi porte aussi. ouverte, ah c'est Non, vrai? mais c'est vrai, il faut savoir que je suis à l'aise sous mon parachute ou en chute libre. Dans un D'accord avion, j'aime pas ça. et du coup, comment ça se passe? La porte s'ouvre, vous devez sauter, j'imagine que là, il y a est-ce qu'il y a une montée d'angoisse encore qui arrive, Alors, je dirais pas cette montée d'angoisse par rapport au saut, c'est peut-être un petit peu d'adrénaline, de stress quand on est en compétition par rapport à l'échéance, si vous voulez. Quand on est sur un Ouais, championnat du monde, on a nos objectifs, donc c'est bien là sûr, qu'on va avoir cette du petite part stress, de ouais. stress, où, voilà, on sait que techniquement, on doit être, à la perfection, enfin, on doit donner le 100 ce jour-là. Sinon, Donc oui, il y a jamais eu vous êtes jamais retrouvés, même au début, face à une quelconque alors, alors angoisse, le mot est peut-être fort, si vous mais voulez, alors, il y a certaines personnes pour qui le parachutisme, c'est pas fait. C'est une souffrance de monter dans l'avion et de ouais. sortir d'un avion.
Donc à ce Dans ce moment-là, il y cas-là, a c'est mauvais aucun signe. plaisir. Bah, c'est surtout qu'il y a aucun plaisir et qu'il faut savoir que quand on fait une discipline comme ça, il faut vraiment que le plaisir soit là. C'est-à-dire Oui. que concrètement, on sort de l'avion, on chute et on ne tombe pas, on est rattrapé par les frottements de l'air, donc on est posé sur un coussin d'air et on joue avec notre corps pour pouvoir se déplacer, si vous voulez. Mmh. Et ensuite, après ces 50 secondes de chute, quand on fait un saut normal, on va dire, à 4000 mètres, on ouvre notre parachute et on est dans un retour au calme. On est tout seul sous notre parachute, on s'organise de manière sécure pour pouvoir atterrir. Mais sinon, à part appréhender un saut parce qu'on ne connaît pas le milieu, c'est tout à fait normal. Sur des premiers sauts, il faut se faire un petit peu violence en se disant allez, j'y vais. Et j'ai confiance en matériel, j'ai confiance au moniteur, etc. Et justement, là, vous venez de parler d'organiser votre atterrissage de manière sécurisée. Ça consiste en quoi? Eh ben, si vous voulez, je prends souvent l'exemple d'un avion. Quand l'avion doit atterrir sur une piste, il passe par des points clés pour pouvoir perdre de la hauteur en sécurité, en suivant un circuit type, parce qu'il y a peut-être d'autres avions aussi dans le circuit, donc il faut savoir s'organiser par rapport aux autres aussi. Il y a des règles de priorité en parachutisme sous voile. L'idée, c'est voilà, de perdre de la hauteur en sécurité, de ne pas faire des manœuvres basses proches du sol, parce que finalement, en parachutisme, c'est le sol qui est concrètement, qui peut être dangereux. Donc Mmh. là, il faut être souple sur ses commandes de manœuvre et puis atterrir en faisant un arrondi, donc c'est-à-dire en rabaissant ses commandes au bon niveau pour pouvoir freiner la voile et puis toucher les pieds au sol et courir un petit peu s'il n'y a pas beaucoup de vent, ou au contraire atterrir de manière, comme on dit, comme une fleur quand il y a un petit peu de vent face à nous. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est devenu votre métier, mais vous avez aussi, entamé des ou même terminé vos études d'infirmière, je crois. Tout à fait, oui. Vous avez alterné finalement ces études avec, le parachutisme de haut niveau? Tout à fait. En 2013, j'ai préparé, enfin en 2012, j'ai fait ma préparation pour le concours infirmière. En 2013, j'ai réussi mon concours à la Croix-Rouge d'Aix-Marseille et j'ai intégré donc l'école pour 3 années. Et en 2013, j'ai également intégré le collectif France en tant que junior. Donc j'ai Mmh. dû allier les deux. Ça a été très compliqué pendant ces 3 années, mais voilà, quand on a envie, eh ben, on peut. Il faut se donner les moyens, c'est sûr. Parce que pour allier les deux, quand on est absent à l'école parce qu'on est en entraînement pour pouvoir préparer une échéance et inversement, on peut pas aller en entraînement parce qu'on a des examens et tout, donc du coup on a moins d'entraînement. Donc voilà, il faut savoir combiner les deux. Mais j'ai réussi, voilà, pendant ces 3 années. Le deal, c'était ok, on vous laisse, par rapport à votre statut de sportif de haut niveau, un peu plus de temps pour vous D'accord. entraîner sur les jours d'école, on va dire, théoriques. Donc en fait, le soir, grâce à mes amis, je récupérais tous mes cours quand j'étais pas là. Je travaillais mes cours en entraînement pour pouvoir passer mes examens. Et le deal, c'était pas de rattrapage, entre guillemets. On vous laisse, on vous fait confiance, mais pendant ces 3 années, ça file droit. C'était la carotte, si vous voulez. D'accord. Donc, je l'ai pris au mot, pas de souci, il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y a jamais eu de rattrapage pendant ces 3 années parce que voilà, j'ai travaillé. Et par contre, le deal était aussi de pouvoir faire l'ensemble des stages pratiques parce que l'idée, c'était de pas arriver sans stage pratique les années suivantes et d'avoir Mmh. un minimum d'expérience. Donc ça s'est super bien passé pendant ces 3 années. Et donc j'ai été diplômée en 2016. J'ai travaillé 6 mois sur Aix-en-Provence dans un soin de suite et de réadaptation en faisant des remplacements. Et en parallèle, j'avais présenté donc mon dossier via la fédération au Centre national des sports de la défense et j'ai été intégrée en mars 2017. Donc en fait, j'ai très peu travaillé en tant qu'infirmière. J'ai eu l'opportunité de rentrer au CNSD
pour être détachée à plein temps et mis à disposition de la fédé, représenter l'armée. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est maintenant ou jamais». Oui, Donc j'ai fait le choix et j'ai mis entre parenthèses mon statut infirmière. Mais lorsque, le haut niveau sera, terminé, j'espère reprendre et puis, intégrer le service de santé des armées. Puisque je suis d'accord. dans l'armée et que voilà, je pense que c'est une bonne manière, de La terminer suite une logique. carrière, une suite logique, exactement. Et justement, jusqu'à quel âge à peu près les sportifs de haut niveau en parachutisme, enfin, ils vont jusqu'à à peu près quel âge? Au moment de prendre leur Alors, retraite sportive? c'est une discipline à maturité longue. Donc, pour vous dire, si on est haut niveau, qu'on remporte des médailles, on garde notre place au Centre national des sports de la défense, concrètement. On garde notre D'accord. statut. Dans la précision d'atterrissage principalement, comme je disais, c'est une discipline à maturité longue. On a des adversaires russes, par exemple, qui ont une cinquantaine d'années et qui sont toujours en haut Mmh. niveau, qui ont un niveau exceptionnel, que ce soit en pression d'atterrissage ou en voltige. Donc, si on arrive à le garder, que voilà, l'armée peut continuer à nous faire bénéficier de ce statut, à ce moment-là, on peut continuer encore quelques années. Mais là, D'accord. voilà, il faut se donner les moyens et ramener des médailles pour représenter Et la oui, France. très bien. Donc vous avez encore, quelques années devant vous, de J'espère, parachutisme de haut niveau? j'espère, c'est le but aussi, voilà, je m'épanouis pleinement, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce statut. Moi, je suis très fière de représenter la gendarmerie, ça se passe super bien et donc là, j'ai re-signé un contrat pour 2 ans. Il faut savoir qu'avec nos statuts particuliers en tant que sportif de haut niveau, de la défense, voilà, on signe des contrats, ce sont des CDD, de 2 ans en général, entre 1 et 2 ans. D'accord. Voilà, donc depuis 2017, ben voilà, je crée mon petit chemin, et puis en espérant que ça continue et puis sinon, bah, j'aurais passé, de très belles années, au sein de la gendarmerie. Et il y a une autre section que j'avais envie qu'on aborde ensemble, c'était, les femmes et le parachutisme. Donc les compétitions que vous avez citées tout à l'heure, ce sont ce sont à chaque fois des compétitions qui sont féminines et de l'autre côté des Alors compétitions masculines? il y a un peu de tout si vous voulez. En Ah fonction du d'accord, type de compétition, on peut faire ce qu'on appelle de l'open, donc du mixte. d'accord. Heu, En France, les coupes de France sont mixtes. Donc ma mon équipe de club, je suis la seule fille là, cette année, dans l'équipe. Et je suis avec 3 autres membres, de l'équipe de France masculine. Donc ça, c'est pour mon équipe de club. Pour les championnats de France, c'est pareil. Donc en équipe, c'est mixte, mais sinon, il y a quand même un classement féminin parce qu'on est assez de féminines pour pouvoir, prétendre à un podium. Ensuite, pour ce qui est, coupe du monde, la coupe du monde, c'est pareil. Ce sont des, compétitions où on peut être, dans une équipe mixte, mais il y a aussi des classements féminins, individuels principalement. Et quand il y a assez de compétitrices féminines en équipe, il y a des classements féminins par équipe aussi. Sur ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde civil, championnat du monde militaire et les Jeux mondiaux militaires, ça c'est uniquement féminin, masculin, junior fille, junior garçon, avec les classements individuels, les classements par équipe, les combinés par nation. D'accord. Est-ce que du coup c'est une discipline où il y a beaucoup de femmes? Il y a une parité qui est Alors, il y a un petit peu moins de femmes, c'est vrai, sur des compétitions, parce que, par exemple, on va dire que sur une grosse compétition, il y a peut-être 200 hommes et peut-être la moitié de 80 femmes sur des belles compétitions, de championnat du monde, championnat d'Europe, enfin surtout championnat du monde. Mais il y a assez, de femmes et assez d'équipes pour pouvoir, avoir des podiums. Si on n'est que 3 équipes dans une compétition, on ne peut pas avoir de classement, si vous voulez, sur un podium. Donc voilà. et vous, est-ce que le fait, d'être une femme, justement dans ces disciplines, à haut niveau, est-ce que ça a été est-ce que vous avez eu parfois des remarques un peu douteuses ou des choses un peu compliquées? Alors, jamais.
Parce que j'ai un caractère bien trempé aussi et que je me laisserai pas faire et puis je laisserai pas quelqu'un, si vous voulez, dire quoi que ce soit et il faut savoir qu'on a le même niveau enfin, une femme peut être tout à fait, meilleure même qu'un homme, Mmh. dans notamment en précision d'atterrissage. Donc je pense que le combiné des 2 c'est toujours parfait, D'accord. heu, Qu'il y a une vraie pour, égalité ah finalement. ouais et ouais, ouais, complètement, tout à fait. Après en voltige, il y a des femmes qui ont plus de technicité, qui vont être plus propres qu'un homme et qui vont peut-être gagner en seconde et avoir moins de pénalités si vous voulez. Mais par contre en termes d'explosivité, c'est sûr qu'un homme en général a plus d'explosivité qu'une femme et c'est pour ça aussi qu'il y a des classements, femmes-hommes sur cette Mmh. discipline. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, vous disiez que pour, commencer le parachutisme, il faut avoir 15 ans et qu'ensuite il faut bien évidemment avoir, l'accord de son médecin, si on peut dire. Mais est-ce que, par exemple, en fonction de son je sais pas, de son métabolisme ou de son poids ou de toute quel que soit enfin, même si on a dépassé 15 ans, on peut avoir un non catégorique? À partir du moment où, on a des problèmes ORL entre guillemets et des problèmes d'épaule, on va pas donner un certificat médical, enfin un médecin ne donnera pas un certificat médical à quelqu'un, ben, au risque, de se blesser si vous voulez en chute. En chute, Mmh. quand on atteint, notre vitesse maximale, on est à peu près à 200 kilomètres/heure en chute libre. Mmh. Mmh. Donc du coup, il faut juste que, bah, les articulations, soient en bon état pour pouvoir, résister si vous voulez à ces vitesses. Après, à partir du moment où on est en bonne forme physique, mentalement, on a envie, de faire quelque chose, de sympa, de voler, mais de toujours avoir la tête sur les épaules parce qu'il faut absolument pas oublier l'aspect sécuritaire en para. C'est une discipline qui est très réglementée, où ça se passe Mmh. très bien, mais en effet, on ne peut pas écarter le fait que c'est une discipline dite extrême aussi. Et voilà, il faut être carré et respecter les règles. Et à ce moment-là, ça se passe super bien. Donc, j'ai plus de 3800 sauts. C'est pas non plus énorme dans une carrière de parachutiste en ayant commencé qu'en 2007, mais c'est déjà un bon chiffre, on va dire. Et j'ai toujours en tête l'aspect sécuritaire, bah parce que pour que ça se passe bien et qu'on prenne du plaisir à chaque fois. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir à résoudre des imperfections de vol, des incidents en vol. Et on a un parachute de secours qui est dans notre dos aussi. Donc on a des règles à appliquer, on a des procédures à respecter dans un certain sens. À partir du moment où on les respecte de A à Z, ça se passe vraiment bien. Très bien, bon à savoir et rassurant. Ouais, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de tirer 2 fois mon parachute de secours, mais je l'ai fait sereinement parce que bon, j'ai analysé le problème, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'ai assez de hauteur, je sais, que je suis en sécurité, je fais ma procédure de secours et je me suis retrouvée sous un autre parachute sain et j'ai posé de manière saine et j'étais dans l'avion suivant. D'accord. Voilà. Et là, c'est parce que sur le problème que vous venez de parler, c'est qu'il y avait un défaut sur, le Alors c'est pas parachute, un la défaut, voile principale? c'est une erreur humaine parce que c'est souvent comme ça, hein, dans D'accord, le OK. parachutisme. C'est-à-dire que j'avais une certaine expérience, j'ai plié rapidement, j'ai mal vérifié mon parachute au moment du pliage. Donc c'est vraiment ma faute parce que j'étais, autonome, complètement, j'étais monitrice aussi. Donc voilà, c'est une erreur d'inattention qui a fait qu'en fait, j'ai eu un emmêlage à l'ouverture qui était pas très grave, mais qui me permettait pas de poser en sécurité. Donc du coup, ben, vu que j'ai ouvert à la hauteur préconisée qui est 1000 mètres, j'ai largement le temps de me libérer de ma voilure principale et de tirer en sécurité mon parachute de secours. Et j'ai posé correctement. Parce que les accidents qu'on peut voir parfois Oui, en parachutisme, c'est donc souvent lié à des erreurs humaines, plus qu'à un défaut de matériel? oui, Oui, c'est très souvent ça. Évidemment, il y a des cas particuliers, donc je ne peux pas oui, bien dire sûr. non, ça n'existe pas, ce serait faux, ce serait mentir.
Donc, mais c'est souvent dû à une erreur qui vient de nous, quoi, concrètement. Et de la prise de décision, si vous voulez. Plus on attend, Oui. moins ça va bien se passer, si vous Ah voulez. oui, On sait que dans le parachutisme, il faut être carré. Voilà. Il faut c'est ça. savoir que, en effet, ça se passe bien si on fait les choses dans le bon ordre. D'accord. C'est pour ça qu'il faut avoir ce degré de lucidité et c'est pour ça que je pense que, et puis ça reste quand même jeune, hein, un enfant de 15 ans, mais à partir du moment où on sent que le jeune est à la tête sur les épaules, il n'y a pas de souci pour faire du parachutisme à 15 ans. Très bien, bah, très intéressant. Et du coup, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Quels sont, les autres projets que vous avez? Alors là, cette année, nous devions partir en mondial en Russie. Donc, il a été déplacé comme les JO à l'année prochaine, D'accord. en 2021. Et donc, le mondial, c'est le championnat du monde qui regroupe toutes les disciplines du parachutisme en même temps. Ça se fait tous les 4 ans. Et on remet en titre notre trophée de Gaillardon qui indique la meilleure nation au monde. Et on l'a remporté en 2016 à Chicago. D'accord. Et là, on le remet en jeu. Voilà, Donc tout se jouera l'année prochaine. exactement. Voilà, championnat du monde. En Russie, en Sibérie. Ça va être rigolo. Très bien, bah, à suivre alors. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Léocadie pour votre témoignage, pour avoir décrit, du coup, votre discipline et avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Eh ben, c'était un plaisir partagé. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne continuation, pour la suite de vos entraînements, pour cette compétition du coup à Laval en août et puis, largement en avance pour, l'année prochaine. Merci, merci. C'est Merci très beaucoup. gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Depuis notre enregistrement, Léocadie a décroché de nouvelles médailles avec un titre de quadruple championne de France remporté en août dernier à Laval. Comme à mon habitude, vous trouverez dans les notes de l'épisode quelques informations supplémentaires, notamment le site de Léocadie, qui résume son parcours mais qui détaille également les différentes formes de compétition dont nous avons parlé au cours du podcast, et son profil Instagram @léocadieodp. N'hésitez pas à la suivre et à l'encourager sur ses réseaux sociaux et de rendre cette discipline un peu plus connue. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du podcast, l'élan.lepodcast.fr, mais aussi sur Instagram @l.elan.podcast. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager et à commenter. À bientôt.